Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre en cette semaine du 20 janvier 2026. Les dossiers qu'on a préparés pour vous aujourd'hui sont particulièrement intéressants, vous le devinerez. Il sera bien sûr question de cette escalade au Groenland en lien avec l'acquisition du territoire par les États-Unis. Une situation qu'il faut le dire a vraiment escaladé au cours des derniers jours à mesure où le président américain a réitéré le sérieux de son intention d'acquérir durant ce mandat actuel le territoire du Groenland depuis le Danemark. Il y a une réaction très, très surprenante, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle internationale, alors que tout le monde est un peu en train de se braquer vis-à-vis de tout ça. Il sera question tout à l'heure, donc, non seulement de la question de l'acquisition, des réactions, des possibilités pour ce qui est des États-Unis, mais aussi additionnellement, je voudrais qu'on se parle un peu de la logique, si on veut, derrière cette possible transaction, des arguments pour et contre. Et je pense qu'il est important de prendre beaucoup de recul par rapport à l'émotivité qui actuellement à laquelle on fait face lorsqu'il est question du Groenland. Ensuite, il sera question, bien sûr, vous le devinerez, des manifestations en Iran. Ça ne s'est pas terminé au cours de la dernière semaine, du moins pour ce qui est des développements en lien avec les manifestations. Les manifestations, les émeutes en soi, se sont largement arrêtées au cours de la dernière semaine. Depuis la dernière fois, on s'est parlé, il y a eu très peu de développements sur le terrain. Ce qu'on a, c'est plutôt des réactions diplomatiques, mais également des explications par rapport à la réaction américaine et, disons, la possible négociation à laquelle on pourra assister au cours des prochains jours. Il y a déjà été question, d'ailleurs, si ça vous intéresse, des fameuses manifestations en Iran sur notre chaîne auxiliaire Chaque jour sur Terre. C'est une vidéo qui est disponible déjà depuis quelques jours, si ça vous intéresse. Ensuite, je veux absolument qu'on se parle. La semaine dernière, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, ça a bien fait parce que la revue de presse la semaine dernière était déjà très longue. On avait quelque chose comme 1h30, mais il nous est arrivé un pépin technique. La semaine dernière, on a enregistré 2 fois un segment sur la Syrie ici à la carte et malheureusement, on n'a pas été en mesure de vous le livrer vraiment pour un petit enjeu technique, logistique. C'est déjà réglé cette semaine, donc on pourra reprendre ce segment ensemble à la carte. Et honnêtement, c'est tout fait pour le mieux parce que la situation s'est beaucoup développée au cours des derniers jours en Syrie et ça nous permet de faire un retour un peu plus exhaustif, d'abord sur le contexte, mais plus largement sur les implications de ce quoi on assiste en ce moment. Vous avez des affrontements entre les Kurdes et le gouvernement syrien et tout ça, malgré ces fameux affrontements, on est en train d'arriver peut-être à une forme de cessez-le-feu et d'entente à long terme. Alors, très intéressant ce qui se passe en Syrie. Ensuite, on a bien sûr le Venezuela, la CIA qui rencontre Delcy Rodriguez actuellement au cours des dernières heures, donc pour préparer l'administration du Venezuela. Il n'y a maintenant plus aucun doute en passant. Le gouvernement vénézuélien et plus spécifiquement Delcy Rodriguez individuellement collabore directement avec le gouvernement américain. On reçoit toutes les instructions et il ne semble y avoir aucune opposition ou même résistance de la part du gouvernement vénézuélien actuel. J'ajouterai d'ailleurs, j'en ai parlé au cours des derniers jours sur mon profil Facebook personnel. Si certains d'entre vous voulez peut-être me suivre, il arrive que je fais des publications sur les questions internationales comme ça, mais tout indique que Delcy Rodriguez a collaboré avec les États-Unis dans une négociation secrète depuis maintenant plusieurs mois. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Vous comprendrez que si Delcy Rodriguez, la vice-présidente de Maduro, qui a assumé le pouvoir avec la bénédiction de Washington après le retrait de Maduro, si effectivement elle a pris part à des négociations avec les États-Unis, ce qui est actuellement ce qu'on a sur la table en matière d'information, Mme Rodriguez aurait négocié à travers la médiation du Qatar. Ça aussi, c'est très intéressant. On voit encore une fois le Qatar qui vient agir en tant que médiateur en dehors de sa sphère d'influence. On parlait beaucoup du Congo, du Rwanda. On trouvait curieux de voir le Qatar s'impliquer aussi loin en dehors de sa sphère d'influence. Eh bien, cette fois, on est en Amérique latine. Le Qatar qui aurait agi comme médiateur dans des discussions directes et formelles et secrètes en passant, entre les États-Unis, l'équipe de la Maison-Blanche de Trump et l'équipe de Delcy Rodriguez, qui à ce moment, et là-dessus, il y a des informations contradictoires, donc je tiens quand même à vous le préciser. Dans certains cas, on nous dit que Maduro était au courant de ces négociations, que Maduro aurait donné sa bénédiction à Delcy Rodriguez pour qu'elle négocie avec les États-Unis et qu'elle cherche une porte de sortie pour avoir un madurisme sans Maduro, d'une certaine manière, qu'on puisse sortir Maduro du pays et quand même maintenir le plus gros des institutions. C'est vraiment la discussion qui retient l'attention en ce moment par rapport au Venezuela, c'est qu'on constate que les États-Unis ont pivoté d'un changement de régime, qui est l'attitude classique et traditionnelle et vraiment le move, si on veut, auquel on se serait attendu pour ce qui est du Venezuela. En fait, c'est ce qui était clairement prévu et anticipé.
Et on est passé à l'administration de régime, où l'idée, cette fois, c'est vraiment plus d'essayer de contraindre le gouvernement en place à la collaboration à travers des leviers militaires, stratégiques, économiques. On pense bien sûr, à l'occurrence, au blocus pétrolier, mais aussi à l'ensemble des sanctions économiques et financières qui sont imposées au Venezuela. Alors, les États-Unis actuellement sont en train d'essayer autant que possible de configurer un nouveau gouvernement vénézuélien qui serait essentiellement assis dans les mêmes chaises que le précédent. Autrement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait les mêmes tribunaux, on aurait les mêmes juges, on aurait réécrit probablement la Constitution. D'ailleurs, Delcy Rodriguez a parlé cette semaine, au cours des derniers jours, qu'elle avait l'intention de réécrire la Constitution. Du moins, on y a fait un clin d'œil assez direct en nous disant qu'il y avait des changements législatifs qui étaient essentiels et nécessaires pour permettre l'investissement par les pétrolières étrangères. On pense à Exxon, ConocoPhillips, Chevron, etc., qui déjà ont levé la main. On en parlait la semaine dernière en nous disant on n'est pas convaincu si on peut investir. La Constitution vénézuélienne ne le permet pas. Et encore, on a des histoires d'expropriation précédentes, des milliards de dollars qui seraient dus en dette. En passant, c'est très contentieux. Et qu'on veut récupérer. Alors, de ce côté, on a quand même des hésitations à savoir est-ce qu'on peut investir au Venezuela. Semble-t-il que le gouvernement américain est donc déjà en train de contraindre Delcy Rodriguez à procéder à une réécriture au minimum partielle, probablement complète et entière, de la Constitution. Maintenant, qui dirigera le Venezuela après tout ça? La question est très bonne, honnêtement. Parce qu'on a vu un autre événement un peu lunaire, si vous en voulez un. On a vu au cours des derniers jours, je commence avec Delcy Rodriguez, vous aurez remarqué en passant qu'il est dans le sujet, on a vu au cours des derniers jours Madame, on l'avait presque oublié, Maria Corina Machado, qui était bien sûr la figure d'opposition anticipée et cultivée par les États-Unis depuis les années 2000, en fait. Vous avez des images, on vous met ça à l'écran à l'instant, j'en parlais avec Guillaume justement la semaine dernière, une image de Maria Machado. On en parlait également dans notre documentaire sur le Venezuela, qui est disponible sur 7 jours sur Terre depuis quelques jours. Mais Mme Machado a été cultivée par les États-Unis depuis le début des années 2000. George Bush rencontrait l'état-major américain avec l'intention de renverser ce qui était, à l'époque, le gouvernement Chavez. On essayait autant que possible d'organiser notamment un référendum pour rappeler Chavez, pour le destituer essentiellement. Et l'argent qui avait financé cette fameuse campagne avec l'organisation de Mme Machado, qui s'appelait Sumate, l'argent provenait du USAID et du National Endowment for Democracy. Donc, autrement dit, de la CIA, des services de renseignement américains. Ce sont les deux organes utilisés par la CIA pour distribuer de l'argent dans la société civile un peu partout à l'étranger. Alors, pour ce qui est de Mme Machado, on savait très bien qu'elle était, si on veut, la personne choisie par les États-Unis pour prendre le relais dans l'éventualité d'un coup d'État. Maintenant, avec la nouvelle stratégie des États-Unis, où on décide d'administrer le régime plutôt que de le remplacer, eh bien, Mme Machado s'est retrouvée un peu en marge. Et là, on se demande ce qui va arriver avec elle. Et manifestement, elle ne veut pas encore abandonner l'idée de participer à la transition ou au gouvernement éventuel du Venezuela, parce que Mme Machado s'est rendue cette semaine à la Maison-Blanche pour lécher la botte de Trump de la manière la plus explicite et la plus pathétique qu'on pourrait imaginer, lui faisant cadeau de son prix Nobel. Prix Nobel de la paix, bien sûr, qui avait été reçu en raison de son opposition vis-à-vis du gouvernement Maduro, le régime vénézuélien. On la présentait comme un peu une combattante de la liberté. Et il s'est déplacé en Norvège, a reçu le prix Nobel de la paix. Vous vous souvenez, on parlait de tout ça, alors que justement, Trump avait été profondément insulté du fait que Mme Machado vienne chercher son prix Nobel de la paix. On y reviendra dans un moment, d'ailleurs, mais Trump ne l'a manifestement jamais digéré. Et donc, Mme Machado s'est rendue à la Maison-Blanche pour littéralement faire cadeau de son prix Nobel dans une cérémonie à Donald Trump. On s'attend, bien sûr, à ce que ce soit une tentative d'influence. Mme Machado, clairement, n'a pas encore abandonné l'idée de participer au gouvernement vénézuélien dans l'éventualité d'une réécriture de la Constitution, de nouvelles élections. Et on essaie donc de se positionner. Elle ne veut pas être sideline, elle ne veut pas être mise de côté, mise en touche, alors que les États-Unis reconfigurent le gouvernement vénézuélien, essaient d'avoir de la place autant que possible et que cette opposition politique qu'on imagine en ce moment
n'a pas la capacité de prendre le pouvoir. Je sais que certains d'entre vous êtes frustrés lorsque je dis ce genre de choses en passant, lorsque je parle, et je le comprends, c'est tout à fait normal, je dois m'expliquer là-dessus, lorsque je parle de l'incapacité de l'opposition vénézuélienne à assumer le pouvoir actuellement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne le mérite pas ou encore que l'opposition vénézuélienne est illégitime ou quoi que ce soit. On se parle vraiment de la mécanique. On se parle en termes concrets, pratiques, en termes logistiques, comment est-ce qu'on prend le pouvoir dans un pays qu'on ne contrôle pas. On n'a pas les forces armées, on n'a pas les tribunaux, on n'a pas la police, on n'a pas les services de renseignement, on n'a pas les aéroports, on n'a pas les ports, on n'a pas les autoroutes, on a quoi? On n'a strictement rien. Lorsqu'on a essayé de remplacer le gouvernement de Maduro, on a reconnu Juan Guaido, qui était une espèce de, on pourrait dire un peddler, malheureusement, parce que Juan Guaido n'a jamais été élu dans aucune élection. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est autoproclamé président sans jamais avoir participé à une élection présidentielle. Donc, c'est le premier point quand même, quand on saute aux conclusions comme ça. Plusieurs ont tendance à voir ces figures de l'opposition comme des héros de l'histoire. C'est plus complexe que ça. On a choisi de reconnaître Juan Guaido parce qu'on en avait assez de Maduro, on a mis des sanctions. L'élection est effectivement frauduleuse, on s'entend, mais quand on a reconnu Guaido, ce qu'on a fait essentiellement, devant la réalisation qu'il n'y avait aucun pouvoir, c'est comme si on nommait d'un matin un nouveau président pour la France, un kidam de la société civile, qui n'a pas de levier, il n'y a pas d'argent. Comment est-ce qu'on fait pour crédibiliser tout ça? Qu'on se dit demain, ben, c'est X, Y, Z qui dirige la France, puis Macron, il n'y a plus aucun pouvoir, c'est plus le président légitime. On avait donné à Juan Guaido les réserves en or du Venezuela. Des milliards de dollars en réserves en or qui étaient entreposés un peu partout dans le monde, surtout au Royaume-Uni, si je me souviens bien, et ça donnait lieu à une grosse bagarre juridique que Juan Guaido a finalement gagné. Et que le Venezuela, qui se défendait, le pays du Venezuela, était en cours au Royaume-Uni à se défendre au tribunal et à dire c'est notre argent, c'est notre or, ça appartient au peuple vénézuélien, il n'y a pas d'affaire à avoir accès à ça, c'est un kidam. Guaido a gagné la cause. Et on lui a effectivement donné accès à des milliards de dollars en réserve d'or pour financer son opposition, son gouvernement fantoche. Alors, les Américains ont vraiment travaillé fort. Ils ont essayé. Ils sont sortis de leur chemin pour essayer de trouver une alternative au gouvernement de Maduro. Ils sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas possible. En passant, on en parlait la semaine dernière, des conclusions de la CIA. Apparemment, la décision de reconnaître Delcy Rodriguez comme présidente légitime plutôt que de faire une passation de pouvoir à une opposition quelconque, que ce soit Maria Machado ou quiconque d'autre, aurait été suggérée par la CIA. Les services de renseignement américains qui auraient passé des mois, pour ne pas dire des années, à étudier sérieusement la question et à se demander qu'arriverait-il dans l'éventualité où on remplace Maduro. La conclusion, chaque fois où on réalise cet exercice de pensée, c'est qu'on tomberait dans une guerre civile. C'est que dans l'éventualité, on essaie de remplacer Maduro par un autre gouvernement qui n'a pas accès à ces leviers, on aurait un effondrement de l'architecture sécuritaire. Quand on se parlait tantôt des services de renseignement, puis de l'armée, puis de la police, ben, tout le monde se prendrait un petit bout de tout ça. Certaines factions s'aligneraient avec d'autres, parfois totalement, parfois partiellement, et on se retrouverait avec un affrontement violent qui, au fond de la ligne, on pourrait se dire « Ouais, mais au moins, on n'a plus Maduro au pouvoir. » Ouais, mais c'est pas ça l'objectif américain. C'est la beauté de l'honnêteté des États-Unis dans le cas échéant, c'est que les Américains ne nous ont pas menti. Ils sont là pour le pétrole. That's it, that's all. Ils n'en ont rien à faire de la démocratie vénézuélienne. Si on a utilisé en périphérie ce prétexte, c'est surtout Marco Rubio, secrétaire d'État, les conseillers à la sécurité nationale. Mais quand vous posez la question à Trump ou à n'importe quel officiel de la Maison-Blanche qui est proche de Trump, vont vous dire « Non, on est là pour le pétrole. » On est là strictement pour extraire le pétrole, le ramener aux États-Unis et en faire profit pour le peuple américain. America first. Alors, dans cette optique, qui dirige le Venezuela, ça n'a pas vraiment d'importance. Il suffit qu'il mange dans la main des États-Unis. C'est pourquoi, Washington, dans cette éventualité, lorsqu'on lui a présenté la possibilité guerre civile qui rend impossible l'extraction du pétrole à cause de l'instabilité, de l'imprévisibilité, de l'état d'insécurité, impossibilité d'accéder au site, etc. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement qui serait un peu moins hostile et probablement fouetté en soumission, étant donné qu'on vient quand même de kidnapper le président et additionner à tout ça, bien sûr, les menaces contre le Venezuela lui-même qui continuent toujours aujourd'hui. On maintient un blocus maritime presque total autour du Venezuela, du moins sur toute l'industrie pétrolière, et vous ajoutez les sanctions qu'on réfléchit à peut-être lever pour faciliter l'extraction pétrolière, mais qu'on utilise encore comme un levier à l'heure où on se parle. Alors, on se déplace maintenant du côté du Groenland. Je veux absolument qu'on se parle de la question du Groenland qui est en train de prendre une dimension complètement
démesurée au cours des derniers jours. Je ne devrais pas utiliser le terme démesuré, mais j'évoque ce registre parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a changé justement de niveau d'escalade. Ce qui était autrefois un enjeu un peu périphérique, quand on parlait du Groenland, on se disait les États-Unis ont manifesté leur préférence à prendre le contrôle du Groenland, comme ils ont manifesté leur préférence à prendre le contrôle du Canada. Comme quoi, dans le fond, à quoi ça sert le Canada? Dans le fond, à quoi ça sert le Groenland? Si c'est pour être au Danemark qui s'en occupe pas et qui se... Pourquoi on ne l'achèterait pas? Ce qui était autrefois une idée qu'on faisait flotter s'est transformé maintenant en objectif de politique étrangère non négociable de la part de la Maison-Blanche. Et cette escalade s'est passée extrêmement rapidement. En fait, la première indication est vraiment venue, j'allais dire, après la prise du Venezuela. C'est pas vrai, c'est totalement faux. Quelques semaines avant les opérations au Venezuela, pour ne pas dire peut-être 1 ou 2 mois avant, vous avez eu la publication par les États-Unis de leur nouvelle stratégie de sécurité nationale. C'était donc une revue qui est publiée à tous les, périodiquement, si je me souviens bien, c'est à tous les 4 ans, à tous les débuts de mandat, où on vient présenter un peu nos intentions, une espèce de livre blanc. Voici ce qu'on veut faire pour les prochaines années et quelles sont les orientations de sécurité nationale des États-Unis. Dans ce document, notamment, on parlait bien sûr du dôme d'or, le Golden Dome. On parlait bien sûr du retour de la doctrine Monroe. Mais additionnellement, on faisait une mention directe et explicite à tout ce qu'il y a de l'influence stratégique dans l'Amérique du Nord. On pense à ça en Amérique, point final en fait. On pense directement au passage du Nord-Ouest, au Groenland, au Canada, à Cuba, à la Colombie, au Venezuela, à l'Argentine. Il y avait beaucoup de dossiers qu'on avait en tête. Maintenant, tout ça a pris encore plus de sérieux. Et c'est là vraiment où ça s'est plus matérialisé après l'intervention au Venezuela. D'abord, j'ai l'impression que le succès de l'opération, en toute impunité, sans la moindre conséquence, sans vraiment que le monde ne réagisse non plus. Les gens ont été surpris, stupéfaits, mais personne n'a vraiment manifesté d'opposition sérieuse à la manœuvre américaine, que ce soit les Européens qui ont parlé du coin de la bouche du droit international, mais qui savent très bien qu'il n'y avait pas vraiment de substance là-dessus. Et vous ajoutez de l'autre côté le Canada et tous les autres. À part la Chine, la Russie, il n'y a vraiment personne qui a dit quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de vous dire ce que les États-Unis ont fait, c'est fantastique ou moral. Je vais juste vous dire, quand on prend en considération la gravité de ce qu'ils ont fait et le manque de réaction, d'après moi, ça a joué un peu en faveur de l'orientation de Donald Trump, parce qu'immédiatement après cette opération au Venezuela, on lui pose la question à bord de Air Force One, et Trump, en parlant avec les médias, s'étend sur toutes ses victimes prochaines, disant que le Cuba, le régime castriste va bientôt s'effondrer, qu'on n'aura même pas besoin de rien faire. La Colombie, elle ne paie rien pour attendre, parce que si ça continue à faire chier avec les drogues et avec nos opérations au Venezuela, on va s'occuper du président Petro aussi. Ensuite, il a été question, bien sûr, du Groenland, où la question a été posée explicitement. Qu'est-ce qu'on fait avec le Groenland? Et Trump de dire, vous allez voir, on va prendre une action là-dessus au cours des prochaines semaines, prochains mois. Et c'est cette déclaration qui a vraiment, si on veut, relancé la discussion par rapport au Groenland. C'était assez hors du commun que je me souviens moi-même d'avoir observé. On était le lendemain de l'opération au Venezuela. Le lendemain. Pas le 3 janvier. Le 3 janvier, c'était le jour même, mais le 4 janvier. Et le 4, la discussion principale sur tous les grands journaux, c'était déjà le Groenland. Le Venezuela, c'était déjà 24 heures, c'était déjà oublié, tout ça était en arrière. L'attention se tournait vers le Groenland parce que plusieurs ont lu dans la déclaration de Trump, dans ces circonstances-là, un sérieux renouvelé. Comme quoi il avait vraiment l'intention, cette fois, d'aller en prendre le contrôle. Et donc, Trump a dit qu'il était impératif pour les États-Unis d'en prendre le contrôle pour des raisons de sécurité nationale, comme quoi on a évoqué beaucoup la Chine, la Russie, qui viendraient un peu trop proche du Groenland. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est seulement partiellement vrai aussi. La Chine et la Russie ont effectivement des prétentions dans l'Arctique, il n'y a aucun doute là-dessus. La Chine se déclare comme un Near Arctic State, un État presque arctique, alors ce qui n'est pas vrai du tout. Et on ne peut pas être plus loin de l'Arctique que de la Chine, à moins d'être, je ne sais pas, l'Argentine, justement. Donc, là-dessus, les Chinois, les Russes, clairement, veulent opérer dans cet espace stratégique. Clairement, il y a un avantage aussi à y opérer. On parle non seulement de l'avantage de contrôler une région qui est au sommet du monde, mais on parle aussi des ressources stratégiques. On parle
On s'entend, l'exploration dans la région arctique n'est pas la même que celle qu'on a fait, par exemple, en mer du Nord, en Norvège ou encore au Moyen-Orient, mais on sait qu'il y a du pétrole, on sait qu'il y a du gaz, on sait pour fait indéniable qu'il y a des réserves considérables de terres rares et de métaux stratégiques au Groenland. Alors, considérant tout ça, je pense que l'argument qui est présenté par les Américains, comme quoi, ouais, là, la Chine et la Russie, plus ou moins. Je pense que la véritable inquiétude, c'est surtout pas vraiment une inquiétude. Je pense pas vraiment que la question de sécurité a un lien avec quoi que ce soit là-dedans. Et j'en vois plusieurs en ce moment qui achètent vraiment le discours américain à se dire on a besoin du Groenland pour se défendre contre la Russie. Franchement, guys, se défendre contre la Chine et se défendre contre... La seule vertu militaire défensive que pour avoir le Groenland, et il y en a une, la seule, ce serait l'application, ce serait le Golden Dome. Soudainement, parce que quand on parle de défense aérienne, c'est comme ça que fonctionne la défense aérienne, disons, layered, en couches. Ce que vous avez un peu partout à travers le monde, autant pour Israël que pour les grands pays comme les États-Unis, c'est qu'on va déployer plusieurs couches subséquentes de défense aérienne avec l'espoir de pouvoir faire une interception avant qu'il soit trop tard. Et pour faire une interception réussie, le plus facile, c'est vraiment d'intercepter un missile ou un projectile durant sa phase d'ascension. À partir du moment où il se met à retomber, il arrive à son apogée, en fait, vous pouvez déjà avoir des leurres qui sont déployés. Et donc, un missile se transforme en 7, 8, 12 projectiles, et là, vous ne savez pas lequel est la tête explosive, laquelle la tuile ogive, lesquels sont des leurres. Alors, c'est une stratégie qui est souvent déployée d'essayer de repousser la défense aérienne aussi loin que possible. Les Américains, depuis très longtemps, ne se sont jamais occupés de l'Est pour ce qui est de la défense antimissile. Il y avait des installations en Europe, etc., mais les Américains n'avaient pas vraiment en tête que la Russie allait lober un missile par-dessus l'océan Atlantique pour l'envoyer jusqu'à New York, quoi. Jamais, 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 jamais ça a été une considération. En fait, les Américains étaient plus inquiets d'un missile lobé par la région du pôle Nord, justement, par l'Arctique, qui serait une trajectoire balistique beaucoup plus réaliste. Les Américains ont constaté avec horreur, en fait, au cours des années 50, que si un bombardier soviétique était pour bombarder les États-Unis, l'Amérique du Nord, les radars nord-américains ne le détecteraient pas avant Chicago. Parce que le Canada n'avait aucune installation de radar et que c'était essentiellement un énorme désert en termes de détection. Et donc, les Américains, au cours des années 50, 60, même un peu plus tard, même ensuite, on a déployé plusieurs lignes de radar subséquentes pour avoir un peu de visibilité sur ce qui se passe au Canada. Aujourd'hui, appliquer la même logique au Groenland, c'est que les États-Unis constatent que depuis des années, ils orientent leur défense stratégique, défense balistique vers l'Asie, vers la Chine. On disait la Corée du Nord il y a quelques années, on s'entend, c'était un prétexte. La réalité, c'est qu'on était inquiet de la Chine. Et donc, on configurait toute cette constellation de défense aérienne qui passe par différents niveaux. Oui, vous avez de l'équipement au Japon, vous avez de l'équipement en Corée, mais vous en avez aussi surtout à Guam, à Hawaï. Des navires également qui viennent participer à la séquence de détection, d'interception, qui sont positionnés à plein d'endroits tout le long dans le Pacifique. Tout ça, ça fait partie de l'énorme infrastructure. Alors, c'est pour ça que je vous parle du Groenland. Aujourd'hui, il y a tout à fait un argument crédible, au-delà des réserves stratégiques, au-delà des ressources, au-delà de tout ça, à dire le Groenland est un point de défense fantastique pour le Golden Dome dans l'éventualité d'un missile, d'un projectile qui provient, ou même d'avions, qui serait en provenance de tout l'hémisphère Est, depuis la perspective américaine, que ce soit la Russie ou n'importe qui en Europe, ou encore... Certains me parlent de l'Iran. Moi, je vous dis, s'il vous plaît, prenez une grande respiration, là. Un missile balancé depuis l'Iran jusqu'aux États-Unis, on n'est pas encore rendu là. En fait, on est très loin d'être rendu là. Et c'est même... J'ai des gens qui m'envoient des courriels là-dessus, là, comme quoi les États-Unis veulent acquérir le Groenland parce que l'Iran... Les missiles iraniens ne se rendent même pas en Amérique du Nord. Calmez vos nerfs une minute, s'il vous plaît, là. La question du Groenland, c'est vraiment beaucoup plus un enjeu vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis même potentiellement l'Europe et particulièrement pour le contrôle de l'Arctique. C'est vraiment le nerf de la guerre ici, c'est de contrôler une région qui va être appelée à avoir de plus en plus d'importance à travers le monde et on est tout à fait conscient qu'à la mesure où le réchauffement climatique ouvre les voies maritimes dans le nord, la Chine et la Russie vont être ceux qui en tirent le plus avantage.
La Russie est directement sur sur l'Arctique. La Russie aurait plusieurs ports qui pourraient travailler directement avec ces passages maritimes. Même chose pour la Chine. Là-dessus, il suffit de regarder un globe terrestre, une carte quelques instants, et vous allez voir que c'est un raccourci incroyable pour les Chinois que de passer par le pôle Nord, le passage du Nord-Ouest, etc., plutôt que de passer par Panama ou les grands passages comme le Suez, par exemple, pour atteindre les grands marchés comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. Alors, pour la Chine, pour la Russie, c'est un peu comme le Venezuela, en fait, là-dessus, si on veut le voir, là. De prendre le contrôle de l'industrie pétrolière au Venezuela, oui, c'est un bon coup pour les États-Unis, mais ça fait surtout mal à la Chine, à la Russie, de perdre ce genre de partenaire. Alors, moins, disons, un échec et mat pour les États-Unis, c'est un revers stratégique important pour la Chine et la Russie, et ça, Trump, je pense qu'il est tout à fait au courant. Maintenant, tout ça est en train de prendre une dimension complètement démesurée alors que l'OTAN se déchire. Et je dis l'OTAN parce que c'est vraiment une question sécuritaire. L'OTAN est en train de se déchirer sur la question du Groenland, à savoir quelle devrait être la réaction vis-à-vis les ambitions expansionnistes des États-Unis. Washington dit de son côté, on va l'avoir d'une manière ou d'une autre. Si vous ne nous le donnez pas, on va le prendre. Si vous ne le vendez pas, plutôt. Parce qu'il faut le dire, les États-Unis se disent actuellement, se disent prêts à faire une transaction, c'est faux. Disent préférer la voie de la transaction. Disent que ce qu'on veut, c'est l'acheter. Maintenant, si vous ne voulez pas nous le vendre, on va se le procurer d'une autre manière, on va l'acquérir d'une autre manière. Et ça, encore une fois, on revient à la fameuse négociation Trump, l'intolérable contre l'indésirable. D'un côté, certes, c'est indésirable de faire une transaction consensuelle et de vendre une portion substantielle, pour ne pas dire majoritaire, de son territoire en termes de superficie, bien sûr, aux États-Unis. C'est sûr que c'est indésirable. Encore là, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, mais on en reviendra dans un instant. Disons que c'est indésirable. Alors, l'intolérable, c'est d'en perdre le contrôle sans aucune compensation. Et déjà, Trump fait miroiter les deux. Tu me le vends-tu ou je le prends? C'est un ou l'autre. Et les Européens réagissent en conséquence. Ce à quoi on assiste au cours des derniers jours, c'est vraiment une forme de... Et c'est tellement pathétique en même temps. C'est tellement pathétique. C'est tellement pathétique. Parce que j'allais dire, on assiste à une mobilisation de l'Europe, où les Européens disent « OK, c'est assez, les Américains veulent prendre le contrôle du Groenland, il faut qu'on fasse quelque chose. » Pourquoi? Je ne sais pas. On y reviendra dans un instant pourquoi, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, les Européens ont décidé d'envoyer des troupes au Groenland pour montrer leur sérieux, pour montrer qu'ils vont... On s'entend, le message ici, encore une fois, c'est très curieux, on est vraiment dans la posture, dans la gesticulation politique. Les Européens nous disent « Non, 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 c'est pas pour se défendre contre les États-Unis qu'on va au Groenland. On va pas pour défendre le Groenland, pour défendre le Danemark ou pour empêcher une invasion américaine. Non, non, non. On envoie des soldats pour montrer aux États-Unis à quel point on est sérieux avec la défense du Groenland. À quel point il n'est pas nécessaire d'envoyer les États-Unis parce qu'on envoie déjà notre propre présence. » Alors, je vous fais ici, là, j'ai un tableau de préparé sur la fameuse présence européenne qui a été envoyée. Alors qu'on nous dit, l'Europe se mobilise. Ici, j'ai un article de ABC. L'Europe se mobilise et envoie des troupes. Le Danemark qui envoie un contingent important du personnel militaire européen qui commence à débarquer au Groenland, nous dit la BBC. J'ai un tableau pour vous. La France a envoyé 15 soldats. 13 pour l'Allemagne. Et ils sont partis hier en passant. 3 pour la Finlande, 3 pour la Norvège, 1 pour la Suède, et le Danemark, mais c'est son occupation habituelle. Alors, vous avez un total de 40 soldats environ qui ont été déployés au Groenland pour montrer le sérieux de l'Europe, à empêcher les États-Unis et à montrer qu'ils n'ont pas besoin. Alors là-dessus, c'est pathétique, c'est ce que je veux dire. C'est que les Européens là-dessus là, auraient pu en envoyer 100 chaque. Là. Juste 100. Pas 25 000, juste 100 chacun. Et on se retrouve soudainement avec un contingent d'à peu près 2000, qui est assez, sans dire assez pour défendre l'île, c'est pas ce qu'on est en train de faire, assez pour ajouter un pensez-y bien aux États-Unis. De dire, si demain matin tu veux prendre le Groenland, par exemple, tu décides de le prendre par la voie hostile, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui va t'arrêter?
40 soldats répartis dans un... Ils vont avoir les deux bras en l'air avec un drapeau blanc dans 20 minutes. Là. S'il y en a 2000, les Américains sont obligés de planifier en conséquence. Ils sont obligés de contourner puis naviguer autour du fait que ça va être un bordel. Peu importe ce qu'ils font, il va y avoir au moins 2000 soldats sur place dans une... On s'entend, là. Il y aurait 50 000 personnes au Groenland. La majorité dans la capitale. Vous débarquez avec 2000 soldats, vous avez un pas pire contingent pour protéger. Ça veut dire une personne sur 50, 2-3% de la population, c'est des militaires en service actif. Ce serait du jamais vu. Alors, là-dessus, les Européens sont en train d'essayer de prendre une drôle de posture qui, sans confronter les États-Unis, essaie de lancer un signal qui fait seulement exposer leur propre faiblesse et leur manque de sérieux. Et c'est exactement ce que disent les Américains aujourd'hui, à dire les Européens projettent la faiblesse. C'est la déclaration exacte de Washington. Les Européens projettent la faiblesse. They project weakness. Les États-Unis projettent la force. Il faut leur dire, ils ont raison. Quand vous faites un move comme ça, et là je m'adresse aux Européens, à vous mobiliser, et là, réunion d'urgence aujourd'hui à Bruxelles, on envoie un soldat chaque. Je veux dire, trouvez-vous des cousins, trouvez-vous quelque chose. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas personne qui est prêt de mobiliser plus que ça. Et si, bon, on nous parle de raisons logistiques, ouais, mais c'est parce que si on arrive au Groenland, on n'est pas capable d'héberger 2000 soldats d'un seul coup. J'entends beaucoup ça en ce moment. On n'a pas les installations. Good, vous venez de vous exposer, bande de clowns. Vous n'êtes pas capable de supporter 2000 soldats sur un territoire que vous jurez vous êtes capable de défendre? Désolé, les Américains ont un peu raison là-dessus. Ce qui m'amène à poser la question qui en met plusieurs très mal à l'aise, et je le comprends très bien. C'est normal, c'est un enjeu émotif. Pourquoi pas le vendre aux États-Unis? Ouais. C'est quoi le problème? Vraiment. Je comprends absolument, ils ont le droit de refuser. Ils ont le droit. Si tu veux pas, good, c'est correct. Mais pourquoi tu ne veux pas? Les réponses qui ont été données par le Danemark sont mauvaises et ne s'élèvent même pas aux mauvais arguments qui ont été donnés par les États-Unis. Les Américains donnent des mauvais arguments à nous dire « Ouais, mais il faut qu'on le défende. » Ils ont déjà des bases au Groenland. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au Groenland. Ils peuvent déployer autant de soldats qu'ils veulent. Et là-dessus, quand on demande ça à Trump, il dit « Qu'est-ce que tu veux de plus? » Ils disent « Ouais, mais on ne défend pas une location comme on défend une propriété. Si c'est loué, si on est invité, on ne le défendra pas autant. » Et honnêtement, vous voyez ce que font les Américains en matière de sécurité, défense pour ce qui est de l'Europe. Aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti cette semaine. 9 Allemands sur 10 estiment que les Américains sont une menace à la sécurité européenne et aux intérêts européens. La plupart des Européens aujourd'hui comprennent très bien que les États-Unis ne vont pas les défendre dans l'éventualité d'une opération militaire hostile, que ce soit de la Russie, de la Chine ou qui vous voulez. Dans le contexte actuel, dans les circonstances Trump, les États-Unis ne vont pas intervenir. Aucune chance. Alors là-dessus, la question devient, pourquoi ne pas le vendre? Il y a des précédents. On ne fait pas ça aujourd'hui, juste parce qu'on n'a pas eu la chance de le faire. Et là, je joue l'avocat du diable. Je ne suis pas en train de vous dire c'est ce qui devrait arriver, je veux juste être clair. Je joue l'avocat du diable parce que je trouve qu'il y a un discours à sens unique là-dessus qui évacue un débat très intéressant en matière de géopolitique. Puis une question qui peut être évaluée de manière très fertile. Il n'y a pas de raison de fermer le débat à double clé puis de dire que c'est un vol. Non, c'est une négociation. C'est à quoi on assiste en ce moment. C'est une négociation à ciel ouvert entre le Danemark et les États-Unis, savoir est-ce que tu nous vends ou est-ce que tu ne nous vends pas et quel est le prix. Et déjà, on fait flotter des montants du côté des États-Unis. À dire, on vous donnerait au moins 700 milliards de dollars. Et c'est là que je joue l'avocat du diable. À 700 milliards de dollars américains, pour environ 5 millions de personnes, 5 à 8 millions, je parle de mémoire pour ce qui est du Danemark, on n'a pas une population très, très importante. 700 milliards, ça donnerait grosso modo 200 000 dollars américains par personne pour un territoire qui, soyons sérieux, est inaccessible aux Danois. C'est littéralement une masse terrestre séparée. C'est même pas sur le même continent. Pas capable de le défendre. N'auront jamais les moyens de le défendre non plus. C'est un peu comme si ça appartenait au Québec.
que le Groenland appartenait au Québec. On est 7-8 millions de Québécois, à peu près 5-6 millions de francophones, puis on essaie de cotiser ensemble pour développer le Groenland. Ça n'arrivera pas, clairement. Et pour ce qui est de la sécurité, c'est pas dans notre intérêt, au sens où on n'a pas vraiment d'activité commerciale ou économique ou industrielle, ni militaire ou stratégique sur place. Alors pourquoi on investit? C'est normal que le Groenland soit un peu négligé dans sa configuration actuelle. Ensuite, les revendications américaines, comme quoi, ouais, ben c'est pas vraiment à vous autres, pourquoi ce serait à vous juste parce que vous envoyez un bateau, ça pourrait être à tout le monde. Ça, c'est pas vrai. Ça appartient au Groenland, effectivement, ça appartient au Danemark, c'est vrai, c'est indéniable. Mais l'idée de la transaction ne devrait pas être exclue d'emblée. Si on a un territoire gigantesque qui a une valeur exceptionnelle, qu'on n'est pas capable d'exploiter, d'en tirer le plein potentiel, si quelqu'un vient cogner à la porte pour l'acheter à bon prix, pourquoi ça tourne immédiatement à l'émotion et à la crise du bacon et à déchirer sa chemise contre les méchants? Je comprends, c'est émotif, c'est un gros bout de territoire. Mais soyons très clairs, 99,99% des Danois n'ont jamais mis le pied au Groenland et ne le mettront jamais dans leur existence. C'est juste de la statistique. Alors, considérant tout ça, je trouve qu'il y a un peu trop d'émotivité. Oui, les Américains pourraient racheter le territoire et oui, ça pourrait tout à fait être une transaction bénéfique, mutuellement, pour tout le monde. Le Groenland, comme je dis, on parle d'un pays d'environ 5 millions de personnes. Soyons clairs, ce sera un problème. 700 milliards, ou disons 1 trillion. Disons que 700 milliards, c'est le début de la négociation. Moi, personnellement, je ne le vendrai pas en bas d'1 trillion parce que c'est sa valeur. Et parce qu'il faut y aller d'un ordre de grandeur aussi. Soyons sérieux, les amis. Le budget militaire des États-Unis, pour 1 an, c'est 900 milliards. Trump veut 1,5 1500 milliards pour l'an prochain. C'est rien pour les États-Unis. Ce serait l'équivalent de dépenser moins que le budget militaire de 1 an pour acheter le Groenland au complet. Les Américains vont signer le chèque sans même cligner des yeux. Sans même cligner des yeux. Mais le Danemark, lui, recevoir cette somme d'argent-là, ce serait un problème, carrément. Ce serait littéralement un problème pour le pays de recevoir une entrée d'argent aussi massive, aussi subitement. Quand on dit 200 000 $ par personne, oubliez ça, là. Le gouvernement ne peut même pas donner cet argent-là au monde, tellement ce sera un problème. Tellement c'est une entrée d'argent phénoménale. D'ailleurs, regardez ce que vous voyez, par exemple, en Arabie Saoudite, en Norvège, partout dans le monde où vous avez des entrées d'argent massives qui arrivent à cause de l'exploitation d'une ressource ou d'une transaction quelconque, souvent c'est le pétrole, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec? On ne peut pas le laisser couler dans la société, sans quoi la monnaie ne vaut plus rien, il y en a juste trop, les prix s'effondrent, les prix augmentent, et vous avez une inflation spectaculaire juste parce que tout le monde a de l'argent en même temps. Qu'est-ce qui arrive si d'un matin on distribue 200 000 $ à tout le monde, au Canada, en France, aux États... Il n'y a plus aucune voiture de disponible. Toutes les Porsche sont vendues, puis toutes les maisons, puis les chalets, puis tout est vendu. Alors, même si on donnait cette quantité d'argent au Danemark, ce sera un problème tellement c'est de l'argent. Il faudrait que le Danemark, comme petit État d'environ 5 millions de personnes, vienne se créer un fonds souverain, qu'il dépose l'argent à 5, à 8, à 10 % de rendement par année, dépendamment des paramètres, et qu'on vienne juste vivre de la rente. Et juste ça, ce serait suffisant pour faire du Danemark un des pays les plus riches du monde. Un peu comme l'est la Norvège, un peu comme... Alors là-dessus, je trouve qu'on saute rapidement à la réponse, à dire « Non, franchement, les États-Unis, prise de contrôle hostile, je suis d'accord avec vous. » Si on parle d'une prise de contrôle hostile puis d'une action militaire, d'une intervention américaine martiale pour aller prendre le contrôle d'un territoire qui est celui d'un membre de l'OTAN, je suis d'accord avec vous, c'est un problème, c'est un énorme problème et on va avoir probablement une décomposition de l'OTAN en conséquence. De toute façon, l'OTAN n'existe plus vraiment, mais on aurait une décomposition encore plus explicite. Maintenant, je ne crois pas qu'on regarde une opération militaire. S'il y a quoi que ce soit, comme je vous le dis, peut-être que le Danemark est juste en train de négocier, à nous dire « Non, on ne le vend pas, on ne le vend pas. » Le message entre les lignes, c'est « Fais-moi une meilleure offre. 700 milliards, on ne le considère même pas. 1000, 1500, 2000 milliards. Quel est le bon prix? Quel est le juste prix pour un territoire de la dimension du Danemark? C'est une très bonne question, du Groenland, pardon. C'est une très bonne question. Et c'est une question à laquelle ne vous inquiétez pas. Les États-Unis ont déjà répondu à l'interne.
On va projeter ça sur 10, sur 20, sur 100 ans. Est-ce que l'Alaska a été un mauvais achat? Et pourtant, au moment de faire la transaction, les gens déchiraient leurs chemises et pleuraient au président en se disant « Mais ça n'a aucun sens, tu viens de dilapider les fonds pour un désert de glace. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? C'est à l'autre bout du monde, ça touche même pas à notre pays. » S'avère-t-il que c'était une très bonne transaction. Alors les États-Unis vont juste factor in, vont juste compter une inflation d'environ 40 % sur les 10 prochaines années, à coût de 4 % par année, inflation réelle. Et ils vont arriver à la conclusion que, sais-tu quoi, dans le fond, notre 2 trillions, ça coûte rien. Ça coûte pratiquement rien et c'est une excellente transaction. Alors là-dessus, il est important de faire un peu de nuance, de discernement. Certes, une prise hostile serait problématique, mais pourquoi une transaction est aussi rejetée d'emblée, et pas juste par le Danemark en plus, là. Là, c'est les Européens, là, c'est la France, puis c'est le Royaume-Uni, puis c'est non, tu peux pas avoir le Groenland. J'espère que vous voyez la géopolitique qu'il y a là-dedans, là. J'espère que vous voyez aussi explicitement que moi des pays européens qui sont terrorisés à l'idée de voir une expansion dramatique et rapide et spectaculaire de la force américaine et de son empreinte géographique et une expansion vraiment de son influence. C'est beaucoup plus ça que c'est « Ah là, moi je prends pour le Danemark ». C'est vraiment des pays qui sont inquiets, qui essaient d'avoir un équilibre de la force, qui sont déjà dominés par Washington de manière embarrassante, gênante, pathétique, grotesque et grossière, et qui se font annoncer que ça va probablement s'empirer parce qu'on s'apprête à mettre la main sur certaines des plus grosses réserves de terres rares, de pétrole, de gaz naturel. Alors, il faut voir la géopolitique là-dedans. Au-delà du braillage pour le Danemark, on les aime, je l'aime beaucoup le Danemark, je vous souhaite le meilleur dans votre affrontement vis-à-vis des États-Unis parce que ça nous touche beaucoup aussi ici au Canada, vous comprendrez. Mais je me dois, comme analyste géopolitique authentique et intègre intellectuellement, de vous dire que c'est une transaction qui ne devrait pas être rejetée d'emblée. Ça fait du sens pour tout le monde. Ça a du sens pour les États-Unis, ça a du sens pour le Danemark, ça a du sens pour la communauté des nations. Les seuls que ça fait chier, c'est les compétiteurs des États-Unis. Alors, surprenez-vous pas si vous voyez un peu de brasse camarade ce matin. Maintenant, on continue avec notre prochain dossier, celui des manifestations en Iran. Un retour très rapide là-dessus, parce que je ne veux pas qu'on s'éternise non plus. Je pense que vous avez tous suivi le dossier de très près au cours des derniers jours. Cette frappe américaine qui n'est jamais venue au bout de la ligne. On a attendu en se disant, clairement, les Américains vont frapper l'Iran. C'est une question de minutes, question de secondes. Retenez votre souffle. Je voyais des publications sur Facebook de gens sérieux qui disent « Ça y est, c'est les dernières heures de la République iranienne. » Prenez une grande respiration, tout le monde, s'il vous plaît. On en parlait déjà la semaine dernière à dire « J'ai pas l'impression que ce à quoi on assiste est entièrement organique. J'ai pas l'impression que le régime iranien est vraiment au bord de l'effondrement. Certes, des manifestations très importantes. Certes, une répression tragique, choquante, vraiment embarrassante aussi pour le régime et probablement disqualifiante pour les années à venir en matière de réintégration dans la communauté internationale. Si autrefois, on disait de l'Iran qu'on voulait rien savoir parce que ci, parce que ça, parce que l'axe de la résistance, parce que le programme nucléaire, on avait des excuses un peu bidons. Cette fois, honnêtement, c'est ce que je veux dire par c'est disqualifiant. Le régime iranien ne peut plus être traité comme un régime légitime, comme un gouvernement, un interlocuteur, même pour la question des négociations nucléaires, si on accepte les conclusions qui sont actuellement dressées dans les médias internationaux. On s'entend, on a de l'information partielle, mais ce qu'on apprend actuellement, c'est qu'il y aurait une quantité de morts absolument catastrophique. La semaine dernière, on se parlait d'une fourchette de l'ordre de quelques centaines, nous disait le gouvernement iranien, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers. Il semble qu'on est au minimum à 2 à 4 000. Ça, c'est d'après les estimations du gouvernement iranien lui-même. On a même des officiels iraniens qui nous parlent de 5 000. Encore une fois, prenez tout ce que je vous dis avec un grain de sel, parce qu'on est actuellement 2 heures de l'après-midi, le 19 janvier, lundi 19. Tout à fait possible que les évaluations évoluent aussi au travers des prochaines heures. C'est ce à quoi on assiste déjà depuis un moment. Et le haut de la fenêtre se dirigerait jusqu'à au-dessus de 20 000 personnes tuées par les services de sécurité durant le mouvement de manifestation. Si c'est effectivement le cas et qu'on se trouve n'importe où, au-dessus, disons, du milieu de la fenêtre, c'est disqualifiant pour le régime iranien. Pas que 3 000 à 4 000 morts, ce serait pas trop grave, mais c'est à quoi on s'attendait dans les premières évaluations initiales. Et c'est dans ces paramètres-là que les États-Unis ont choisi de ne pas frapper.
Alors, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il s'en sortirait si c'en était vraiment seulement de 3 ou 4 000 morts. Mais on est probablement beaucoup plus haut que ça. Et donc, les États-Unis, malgré le recul auquel on a assisté dans les derniers jours, alors que les États-Unis ont dit « on va laisser ça sur la glace, il semble que les arrestations, les exécutions sont suspendues, il n'y aurait plus de violence contre les manifestants », c'était pas complètement faux. Les manifestations étaient largement terminées lorsque Trump a reçu cette information, qui, en passant, on a su au cours des derniers jours comment cette séquence s'est produite exactement. Trump aurait ordonné un déploiement de la marine américaine vers le Moyen-Orient. Parce que vous le savez, bien sûr, les Américains ont déployé beaucoup d'équipements près du Venezuela et ça limite les possibilités. Pas pour la frappe, mais pour l'escalade subséquente. S'il fallait que les États-Unis s'attaquent à l'Iran, on s'attendait à une frappe et à une réponse considérable de la part du gouvernement iranien qui aurait visé non seulement les installations américaines dans la région, on s'entend encore une fois, on ne peut pas viser les États-Unis, je le répète, il n'y a pas de missile qui atteint Washington. Mais on aurait visé la base de l'UDAID, par exemple, au Qatar. On aurait visé la 5e flotte au Bahreïn. On aurait ciblé des installations américaines en Syrie. On aurait ciblé partout où on peut se rendre. Et ça terrorisait les Américains parce qu'on n'avait pas, on estimait l'inventaire militaire idéal, optimal. Suffisamment pour frapper l'Iran, absolument. Mais s'il fallait que l'Iran réponde sur les États-Unis et surtout sur Israël, ça aurait été un gros problème. Parce que ce qu'on a entendu entre les branches également, c'est que nul autre que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a pris le téléphone pour rappeler son copain Donald Trump et lui dire « No way, ne frappe pas immédiatement l'Iran, nous ne sommes pas prêts. » Et le prétexte, la justification qui a été donnée par Netanyahou, c'était la question des intercepteurs. On en a parlé beaucoup aussi dans la revue de presse lors de la guerre de 12 jours, cet aspect, si on veut, de la défense aérienne israélienne où on a une quantité limitée d'intercepteurs. Et c'est une des raisons qui avait poussé Israël à demander une détente au bout de la guerre de 12 jours, alors que l'Iran également était dans les câbles. Les deux étaient un peu arrivés à la limite de leur capacité militaire. Israël frappait les lanceurs iraniens et réduisait la capacité de lancement considérablement, mais on voyait très vite venir aussi qu'on n'avait plus d'intercepteurs. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on ne les fabrique pas. On n'en fabrique pratiquement pas. C'est les États-Unis qui les fabriquent et ça ne va pas assez vite du tout pour les besoins tant en Ukraine qu'à Israël. Alors, et même les besoins américains, parlons-en. Alors, là-dessus, Netanyahou aurait communiqué directement avec la Maison-Blanche pour demander aux États-Unis de repousser la frappe. Est-ce qu'elle aura lieu? On y reviendra dans un moment. Mais on a demandé à Trump, on n'est pas prêt actuellement. S'il y a une escalade, on est dans la merde, on n'a pas les intercepteurs. Alors, s'il vous plaît, pas de frappe actuellement. Et soyons très clairs, cette explication me semble beaucoup plus crédible que celle qu'on nous a servie dans les premiers jours après le recul américain. On nous disait « Non, Trump a décidé de ne pas y aller parce que le Qatar l'a appelé. » Bro, on a laissé le Qatar se faire bombarder par Israël sans cligner des yeux. Et là, vous me dites que le Qatar a appelé et a dit « bombardez pas l'Iran », puis on dit « ah, OK, excusez. On voudrait surtout pas que ça se... » On n'en a rien à faire du Qatar. Quand je parle « on », je parle des États-Unis, encore une fois. Hein. On exclut la personne qui parle. Alors, on n'a rien à faire du Qatar, on n'a rien à faire non plus du Bahreïn, on n'a rien à faire de l'Irak, de la Syrie, de ce que vous voulez. L'inquiétude, c'était beaucoup plus pour ce qui est d'Israël. Mais le message qu'on voyait, j'ai même un article ici qui nous a été proposé par The Middle East Eye, qui se félicite un peu ces États arabes qui se tapent dans le dos aujourd'hui en se disant on a empêché une frappe américaine. Ne vous donnez pas trop le crédit. Certes, les États arabes ont lobbyé très fort pour qu'on donne une chance à l'Iran parce qu'ils avaient peur de l'instabilité. Ils avaient peur de, justement, on s'en est parlé la semaine dernière durant la revue de presse, on s'en est parlé encore plus dans cette vidéo sur Chaque jour sur Terre, du danger de guerre civile, d'effondrement de l'architecture sécuritaire en Iran, ou même juste de fracturation. On a l'Iran qui a plusieurs services de sécurité fragmentés à travers plusieurs factions avec des sources de financement autonomes, des sources d'approvisionnement autonomes, des sources de financement autonomes et des intérêts croisés. Alors là-dessus, il faut s'attendre à ce que dans l'éventualité d'une chute de l'ayatollah, ou même seulement du gouvernement, ou peu importe, juste un affrontement, les États qui entourent l'Iran, les États périphériques, auraient été exposés à une instabilité majeure. On parlait d'une potentielle crise de réfugiés. On a quand même 90 millions de personnes en Iran. Hein.
Il en faut vraiment pas gros pour que ça tourne 20 fois pire que la crise syrienne. Et 1 million de Syriens qui, pas aux dernières nouvelles, ont commencé à réintégrer le territoire syrien, mais pendant très longtemps, vous aviez 1 million de Syriens, si ce n'était pas 2, qui habitaient en Turquie. Alors posez la question ensuite à ces pays limitrophes de l'Iran, comme la Turquie justement, comme l'Azerbaïdjan, comme l'Irak, comme le Qatar. Est-ce que vous voulez de l'effondrement du régime iranien de manière désorganisée? Non, vraiment pas. Et s'ils ont eu des discussions avec les Américains pour constater que leur solution, c'était de placer Reza Pahlavi comme nouveau Shah d'Iran, moi aussi, j'aurais eu des gros doutes quant à la viabilité de ce plan et j'aurais dit « Guys, on est mieux de lobbyer contre Washington et de leur faire comprendre que c'est cave ce qu'ils sont en train de faire. » Alors, l'Iran, d'abord, ça c'est un premier point. Les pays arabes ont lobbyé. Israël a lobbyé très fort pour ne pas avoir de frappe. Tout ça, c'est étrange. Et l'Iran a lobbyé très fort. Alors que les États-Unis nous disaient « Non, on a coupé tous les canaux de communication, on ne parle plus avec l'Iran tant et aussi longtemps que boum! » C'est totalement faux. On a su à travers justement l'agence de presse russe, vive les Russes pour ce genre de contradiction, on a su à travers l'agence de presse russe que l'Iran et les États-Unis tenaient en fait des discussions directes pour désescalader la situation, au même moment où Trump disait qu'il n'y avait plus aucun canal de communication. On négociait en fait dans les coulisses directement avec le leadership iranien et avec nommément le ministre des Relations étrangères, Abbas Araghchi. Et apparemment, c'est justement la déclaration de M. Araghchi à Steve Witkoff, lui disant « Tout ça s'est calmé, les manifestations c'est terminé, vous n'avez pas besoin de nous frapper, ça ne sert à rien, on va négocier. » Cette information aurait été transmise à Trump et ça fait partie du calcul de pourquoi Trump aurait reculé. Maintenant, est-ce que c'est terminé? Probablement pas. Malgré tout ce que vous avez entendu, malgré la détente, malgré tout ce que je viens de dire, il est fort possible que les Américains lancent encore une frappe contre l'Iran au cours des prochains jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce groupe de porte-avions, destroyers, etc., sont en direction vers le Moyen-Orient, vont arriver au cours des prochains jours. On avait un transit d'à peu près 1 semaine entre les deux. C'est très long. Le temps d'arriver au Moyen-Orient, d'être en position pour un déploiement éventuel, on en aura encore pour quelques jours. Est-ce que les Américains vont décider de frapper à ce moment? Ça va dépendre des nouvelles. Déjà, on a des informations choquantes en provenance d'Iran par rapport à l'envergure de la répression et du nombre de morts, de blessés. On parlerait jusqu'à, prenez tout ça s'il vous plaît avec un grain de sel, parce que ça provient encore une fois d'organisations qui n'ont pas de présence sur le terrain, mais qui se fient plutôt à des témoignages relayés à leurs organisations en question. Quand on parle de Médecins sans frontières, etc., Human Rights Watch, on n'a personne vraiment sur le terrain pour quantifier. On essaie autant que possible d'authentifier les témoignages, mais on reste quand même dans le flou. On parle de quelque chose comme 300 000 blessés, incluant bien sûr des membres des forces de sécurité. On parle d'environ au moins 500 morts dans les forces de sécurité, mais s'avère-t-il quand même que la majorité des morts et des blessés sont dans la population. Et on nous dit en passant que la majorité de ces décès ont été observés dans le nord de l'Iran, dans des régions à majorité kurde. C'est aussi un point très intéressant. Alors, pour ce qui est des négociations avec l'Iran et de la possible frappe, je crois que c'est toujours possible. Je crois qu'à mesure où l'information va se mettre à ventiler en provenance de l'Iran, qu'on va récupérer l'accès Internet, ça a déjà commencé graduellement aujourd'hui. On commence à rétablir l'accès à Internet, aux réseaux sociaux et au reste du monde par extension. On va découvrir des trucs horribles. Et lorsque ces trucs horribles vont avoir, si on veut, un écho dans la presse internationale, il est très possible que le momentum pour une frappe reprenne un peu. Et il est possible que Trump se présente à la télévision un soir avec une adresse à la nation, sans trop que ce soit prédit, pour affirmer que le régime iranien n'avait pas le droit de s'en sortir avec impunité au regard des crimes odieux qu'il a commis contre sa population et blablabla. Et donc, j'ai lancé une frappe contre... Je serais vraiment pas surpris d'assister à ça cette semaine. Il semble que Trump a été surtout ralenti par la perspective d'une désorganisation, d'une opération qui serait tournée au désastre. Trump a mentionné explicitement que ce qu'il voulait, c'était un autre Venezuela. Autrement dit, une opération in, out,
terminé. On ne veut surtout pas que ça vire au désastre. Lorsqu'on parlait de l'Iran, il y aurait été suggéré, conseillé, mentionné à plusieurs occasions que ce n'était pas sur la table, qu'une opération à la Venezuela n'était pas possible et que peu importe l'action américaine, dans les circonstances, it would be messier. C'est le terme qu'on a utilisé pour Trump. Alors, là-dessus, il est possible que Washington ait décidé de retraiter en raison des questions opérationnelles. Si c'est le cas, il y aurait probablement une frappe au cours des prochains jours. Maintenant, avouez comme moi que c'est weird. Que si les États-Unis décident maintenant de sortir de leur chemin et d'aller bombarder l'Iran, c'est comme se présenter à une fête d'anniversaire une semaine après l'événement, avec son gâteau puis sa bière, puis être comme « Bonne fête! » Ça n'a plus aucun rapport, là. Les manifestations sont terminées, les gens sont retournés chez eux, le gouvernement a repris contrôle de la situation, et là, vous vous mettez à bombarder partout pour encourager les manifestations. Ouais. Ça ne fonctionnera pas. J'ai de la misère à le croire. Et, additionnellement, c'est un autre point que je mentionne. Le régime n'a jamais vraiment été au bord de l'effondrement durant cette séquence. On nous a fait croire que c'était le cas parce qu'encore une fois, beaucoup de propagande, c'est un environnement d'information, on essaie de pousser chacun son narratif, on y reviendra dans un moment, particulièrement pour Israël. Mais clairement, le régime n'a jamais vraiment été au bord de l'effondrement et une frappe contre le gouvernement, que ce soit une décapitation, que ce soit une frappe d'appui aux manifestants contre la police anti-émeute ou peu importe ce que vous voulez, ça aurait probablement rallié le gouvernement autour des manifestants, rallier les manifestants autour du gouvernement, pardon. Et je crois que ça fait partie des paramètres que les États-Unis ont considérés. Quand on réfléchissait à une potentielle frappe sur l'Iran, il est possible que le fait que les manifestations étaient déjà en train de se résorber, ça ait joué contre le momentum américain et qu'on a juste décidé que c'était finalement le facteur qui allait les dissuader. Quitte à frapper, si c'est pour mener à rien, ça risque juste de mener à une escalade. La population ne sera pas aidée particulièrement. Est-ce que ça changerait la trajectoire des manifestations en bombardant le régime? Est-ce que ça accélérerait la chute? Tout ça était assez incertain, manifestement, pour que Trump ne laissait pas. Maintenant, dans les heures qui ont suivi, l'ayatollah, qui a fait des déclarations un peu incendiaires contre Trump, disant Trump a personnellement organisé les manifestations. Il était là, le régime iranien est vraiment en train là-dessus de faire une syncope, si on veut, là, nous faire croire que c'était tous des Israéliens, puis c'était tous des Américains, puis c'était tous des agents du Mossad, puis de la CIA. Encore une fois, il faut prendre ça avec un grain de sel. Encore une fois, un peu de discernement. La réalité, c'est que oui, certainement, il y avait des éléments, des agences de renseignement étrangères dans les manifestations. C'est normal, c'est attendu. Et le contraire serait décevant, honnêtement. Certes, il y avait des agents étrangers, mais est-ce que c'est eux qui ont fomenté, créé les... Ils ont peut-être organisé. Ils ont peut-être donné une bonne tape dans le dos. Ils ont peut-être fait leur possible pour que ça prenne une trajectoire et pour que constamment ça escalade. Mais je ne crois pas qu'ils représentaient un élément majoritaire des manifestations. Ce serait malhonnête. Ni des morts non plus, en passant. Quand on dit c'est les Américains, les Israéliens qui ont tué tout le monde, non. Est-ce qu'ils auraient pu en tuer 30, 40, 50, 200, 2000? Absolument, mais ils ne peuvent pas en tuer 20 000. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Alors là, on tombe vraiment juste dans de la posture, de la gesticulation par le régime iranien. Et dans une telle position, l'ayatollah, il va de déclarations très incendiaires contre Trump, en disant qu'il est condamné, qu'il est personnellement responsable. Et donc, surprise, surprise, Trump l'a pris personnel. Trump de répondre « Ouais, ben c'est peut-être le moment de chercher un nouveau leadership en Iran de bord. C'est peut-être le moment de remplacer l'ayatollah. Puis lui, il devrait se mêler de son pays. » Trump était prêt à tolérer l'ayatollah tant et aussi longtemps qu'il fermait sa gueule. Et là, quoi, qu'est-ce qu'il a dit quoi? C'est vraiment comme ça que ça s'est passé en passant. On lui a remis les déclarations de l'ayatollah pendant une entrevue avec Politico. Le journaliste qui... Vous savez, l'ayatollah vient juste de dire, maintenant, là, dans les dernières minutes, il vient de dire « C'est la faute de Trump, le pauvre cochon de... » Et Trump a été piqué dans son estime assez pour dire « Ouais, ben, on va peut-être les remplacer. » Dans le fond, alors, il n'y a rien qui est fermé. Il est possible que Trump prenne ça personnel et que Trump soit insulté par le leadership iranien, de dire « Oh, je viens de vous accorder la vie, la miséricorde, puis vous me crachez au visage. » Good. Voyez ce qui s'en vient. Ça, je ne serais pas surpris. Mais ça ne changera pas la direction des manifestations. C'est pas mal déjà terminé. Ça ne recréera pas des nouvelles manifestations. Et je vous parlais
Je vous parlais la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de faire un grand détour par ça. Et quand je vous disais qu'Israël avait une opération d'influence qui était bien connue, bien documentée, pour essayer d'orienter le narratif et, disons, la trajectoire des manifestations de manière à positionner le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, de l'ex-Shah d'Iran, comme étant le seul héritier potentiel du pouvoir. Eh bien, on a un article fantastique de Al Jazeera qui vient tout juste de paraître au cours des derniers jours qui concerne exactement cet enjeu. C'est titré « Un réseau lié à Israël s'efforce de façonner le récit extérieur des manifestations contre l'Iran. Une enquête d'Al Jazeera révèle comment une campagne coordonnée impliquant des responsables israéliens et des comptes suspects détourne le hashtag Free the Persian People. Les moments géopolitiques marquants qui résonnent à travers le monde ne se forgent plus seulement dans la rue ou au sein des salles de crise et sont de plus en plus orchestrés dans la sphère numérique où des acteurs, souvent animés d'intérêts personnels, rivalisent pour contrôler le récit, en définir le sens et décider qui parle au nom de qui. Ces dernières semaines, alors que des manifestations éclataient dans les villes iraniennes, le hashtag Free the Persian People a fait le buzz sur X. La campagne s'est accompagnée d'une avalanche de publications annonçant un moment décisif, imminent dans l'histoire de l'Iran et se présentant comme la voix authentique du peuple iranien. Cependant, une analyse approfondie des données réalisées par Al Jazeera révèle une situation différente. Le suivi des sources de cette interaction et de ses voies de diffusion révèle que la campagne numérique n'a pas émergé de manière organique en Iran. Au contraire, elle a été menée par des réseaux externes, principalement des comptes liés à Israël ou à des cercles pro-israéliens, qui ont joué un rôle central dans la création d'une dynamique et l'orientation du discours vers des objectifs géopolitiques spécifiques. On nous parle de schémas de circulation anormaux. Les données relatives à la campagne révèlent une anomalie frappante dans la diffusion du hashtag, signe d'une amplification artificielle. L'analyse d'Al Jazeera a révélé que 94% des 4370 publications analysées étaient des retweets, contre un pourcentage négligeable de contenu original. Plus significatif encore, le nombre de comptes produisant du contenu original n'a pas dépassé 170 utilisateurs. Et pourtant, la campagne a touché plus de 18 millions d'utilisateurs. 170 comptes, en se retweetant les uns les autres, ont réussi à générer 4800 messages pro-Shah d'Iran qui ont atteint 18 millions de personnes, tous des comptes étrangement liés à Israël. Cet écart considérable entre le nombre limité de sources et la vaste portée est une caractéristique des opérations d'influence coordonnées, souvent appelées astroturfing, dans lesquelles des messages préemballés sont amplifiés pour créer l'illusion d'un large consensus public. L'analyse de contenu révèle que le hashtag n'était pas seulement l'expression de griefs sociaux ou économiques, elle véhiculait en réalité un cadre politique rigide, visant à instrumentaliser et attiser les troubles. Le discours présentait les événements survenus en Iran comme un moment d'effondrement. C'est drôle à quel point on a entendu ça récemment, à quel point on l'a entendu souvent. Et s'appuyer sur des oppositions binaires tranchées. Le peuple contre le régime. La liberté contre l'islam politique. L'Iran contre la République islamique. La campagne a largement mis en avant Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran, comme unique alternative politique. Pahlavi lui-même s'est impliqué dans la campagne. Une démarche immédiatement relayée par des médias israéliens le présentant comme le visage d'un Iran alternatif. Cependant, la majorité des Iraniens ne le perçoivent pas ainsi. Beaucoup gardent en mémoire les exactions de son père et le coup d'État orchestré par les États-Unis et le Royaume-Uni qui l'a ramené au pouvoir en 1953. Opération Ajax, si ça vous intéresse. Très intéressant. Alors, l'implication directe d'Israël. La campagne ne se limitait pas aux militants anonymes. Elle a également impliqué la participation directe de responsables israéliens, actuels et anciens. Le ministre israélien de la Sécurité nationale a publié un tweet en persan adressé au peuple iranien appelant à la chute du dictateur et exprimant son soutien aux manifestations. De même, les tweets de l'ancien premier ministre israélien Naftali Bennett ont été largement diffusés au sein du réseau d'hashtags, réinterprétés pour correspondre au récit de la libération. Il est question donc de transformer les manifestations en guerre idéologique. Une des caractéristiques les plus marquantes de la campagne était sa tentative de redéfinir les manifestations comme un conflit contre la religion
plutôt que contre la mauvaise gestion économique et la répression politique. À quel point on a vu ça beaucoup aussi dans des arguments repris par certains d'entre vous sur les réseaux sociaux, à nous parler du peuple iranien contre son régime mortifère et trop islamiste et déconnecté, une bande de barbus. C'était pas vraiment ça, c'était des manifestations largement économiques. Largement des revendications de nature structurelle, économique, administrative. On avait l'impression, notamment à cause de la monnaie, que ça s'en allait nulle part. Mais la contestation était présentée comme une remise en doute de la légitimité du régime lui-même et une remise en doute de la dimension religieuse de ce régime. C'est pas du tout le cas. On n'était même pas proche de ça. À l'exception peut-être, si vous voulez les inclure, des Kurdes dans le nord où il y avait particulièrement de la violence. Des publications qualifiant le gouvernement iranien de régime islamiste oppressif circulaient parallèlement à des récits présentant le peuple perse comme victime de l'islam. Cette tentative d'établir une distinction entre Perses et musulmans semblait viser à dissocier le régime de la société iranienne et présenter les troubles comme un choc des civilisations. Des militants israéliens ont également diffusé des contenus accusant les autorités iraniennes de violence excessive tout en dénonçant ce qu'ils appelaient le silence des médias internationaux. Le discours a rapidement évolué de la solidarité vers des appels explicites à une intervention militaire étrangère. Ce discours a été relayé par le président Donald Trump, qui a bombardé les sites nucléaires iraniens dans le cadre de l'offensive contre l'Iran en juin. Alors, cette opération que je vous décrivais de la part d'Israël et qui pouvait peut-être sembler un peu d'un complot lorsque je vous résumais, parce que ça dure depuis le début des années 2000, exactement ce qu'on décrit ici. Maintenant, on s'est adapté, si on veut, comme le dirait Netanyahou, « to the tools of battle ». La question par rapport à l'instrumentalisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on assiste de plus en plus, particulièrement à partir d'Israël, où on a compris effectivement que c'est ça qui forme le narratif d'une certaine manière. Mais il n'y a maintenant aucun doute qu'Israël a été impliqué à travers la séquence des derniers jours, des dernières semaines, depuis même la fin décembre, pour s'assurer, depuis octobre, pour s'assurer que Reza Pahlavi en ressorte comme étant la seule alternative politique. Et encore une fois, pour créer un narratif de division extrême en Iran. Peuple contre régime, religion contre persan, l'islam contre la Perse. C'est pourquoi, vous le savez, je suis loin d'être un fan du régime iranien, je tiens juste à le répéter, vous le savez autant que moi, puis je sais que je peux vous le confesser parce que vous me suivez de semaine en semaine, vous m'avez vu parler du régime iranien, vous m'avez vu décrire la guerre de 12 jours, vous le savez, je n'ai pas de préférence. J'en déteste un autant que je déteste l'autre, j'en aime un autant que j'aime l'autre, je n'ai pas de soldat dans ce combat. Alors donc, devant tout ça, je suis tout à fait à l'aise à vous dire que certes, l'Iran a mal paru pendant la guerre de 12 jours, mais il est absolument indéniable qu'Israël a joué un rôle dans la manipulation du récit et de la trajectoire des manifestations. Maintenant, est-ce que ce qu'on a vu est pour autant faux? La répression, la violence? Non. Mais il est important de faire le discernement, de comprendre comment c'est arrivé et quels étaient les intérêts de tout le monde. Et quand moi, je vous disais la semaine dernière, oui, les manifestations, vous avez le droit de les appuyer à 200%. Je maintiens encore mon point. Mais ne tombez pas dans la psyop israélienne. Reculez la semaine dernière. Allez voir ce que je disais, c'est exactement ça. N'embarquez pas dans la campagne d'influence israélienne voulant vous convaincre que la seule alternative, c'est Reza Pahlavi et que le régime va s'effondrer et qu'instantanément, on va remettre le chat. C'était une campagne d'information. Alors, on a maintenant la démonstration de ça et c'est, disons, plus facile de l'expliquer une fois qu'on a des éléments de preuve comme ça. Maintenant, je veux absolument qu'on se déplace vers la Syrie pour parler, disons, d'un retour à la guerre civile, mais les choses sont en train de se clarifier un peu et je pense que ça vaut la peine qu'on en fasse une analyse exhaustive, alors on se déplace vers la carte. Alors, on s'est parlé énormément au cours des dernières semaines dans les précédentes revues de presse de la situation en Syrie, spécifiquement par rapport à l'intégration des forces kurdes et en fait de l'entièreté de l'architecture sécuritaire en Syrie et de toutes ces factions armées à l'intérieur de l'armée nationale syrienne. On se souvient que vous avez ici, à Damas, un président, Al-Shara, bien sûr, qui est soutenu par
la Turquie. La Turquie qui a un intérêt très clair dans tout ça. On en a parlé beaucoup au cours des dernières semaines, dans les derniers mois également. La Turquie qui a bien sûr une inquiétude par rapport à la présence kurde le long de la frontière. Cette présence kurde, c'est tout ce que vous voyez en vert juste ici, des territoires qui sont depuis belle lurette contrôlés par les Kurdes, un groupe donc qui revendique aussi un peu d'autonomie territoriale et politique et qui demande son Kurdistan autonome, un Kurdistan indépendant qui aurait bien sûr c'est un peu à cheval entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Donc, les Turcs, de leur côté, qui viennent tout juste de réussir, si on veut, à contenir ce mouvement sur leur territoire à travers le PKK, le Parti des travailleurs kurdistanais, qui a été, si on veut, intégré dans la sphère politique et désarmé au cours des derniers mois. La Turquie s'est vraiment concentrée maintenant sur ce qui se passe du côté de la Syrie. On est très inquiet, vous le comprendrez, de voir ces Kurdes ici obtenir une forme d'autonomie politique qui leur permettrait de se coaliser, d'occuper un territoire et tranquillement de se préparer ou encore de se consolider pour une éventuelle opération, soit contre la Turquie ou tout simplement contre la Syrie. La partition du territoire syrien est loin d'être exclue. C'est en fait un des scénarios qu'on a souvent étudié lorsqu'il est question de la guerre civile syrienne. Est-ce que peut-être une partition serait un gain net pour tout le monde? Alors là-dessus, les Turcs veulent à tout prix éviter que ça se produise, parce que si on se retrouve avec un pays du Kurdistan à la frontière, ce sera une menace sécuritaire pour la Turquie. Donc, on travaille très fort avec le gouvernement ici à Damas, qu'on contrôle d'une certaine manière à travers le financement, à travers les armes, à travers l'appui diplomatique. On s'assure de son côté, le gouvernement intègre ces Kurdes à l'intérieur de l'armée nationale. On ne veut pas tolérer une situation, un statu quo dans lequel ils auraient une forme d'autonomie informelle parce qu'éventuellement, on pourrait avoir des problèmes au niveau de la stabilité de la Syrie elle-même et de la cohésion du pays. Donc, la Turquie tient et exige même de la Syrie qu'on intègre les Kurdes non seulement dans l'architecture sécuritaire, dans l'armée nationale, mais qu'on les intègre à titre individuel. Parce que les Kurdes, de leur côté, acceptent d'une certaine manière d'être inclus dans l'armée nationale syrienne, mais demandent de maintenir leur spécificité culturelle, de maintenir, si on veut, une certaine identité, qu'on leur permette d'opérer en tant que groupe à l'intérieur de l'armée, qu'ils aient une chaîne de commandement spécifique, qu'ils aient des uniformes spécifiques, qu'on puisse reconnaître les forces kurdes, même s'ils servent le gouvernement syrien. Et ça, la Turquie est totalement opposée. On se dit, s'ils rejoignent l'armée syrienne, c'est parce qu'on veut justement atomiser ces structures et cette menace politique. Donc, c'est vraiment un conflit auquel on assiste depuis très longtemps, depuis en fait l'an dernier, alors que le gouvernement ici Al-Shara à Damas a réussi à prendre le contrôle de la capitale en passant depuis le nord ici, depuis Alep jusqu'à Homs et graduellement jusqu'à la capitale. On a vu la chute de Bachar al-Assad. Et à partir de ce moment, le focus, si on veut, c'est vraiment tourné vers la consolidation de l'espace sécuritaire. Et ça va très mal. D'un côté, on s'est parlé beaucoup des affrontements ici dans la région de Souaïda avec les Druzes, des affrontements qui ont été sanglants, qui ont fait plusieurs centaines, voire des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, parce que, alors qu'il y avait des affrontements ici dans le sud de la capitale, les forces depuis Damas, les forces de sécurité nationales, n'ont pas été en mesure de se rendre au territoire pour rétablir l'ordre, pour mettre fin à la violence. Pourquoi? Parce que nos amis, les Israéliens, ne veulent absolument rien savoir de quelque forme de présence militaire syrienne au sud de la capitale. On a imposé à Damas, à la capitale, au gouvernement syrien, de ne déployer aucune forme de sécurité ici au sud de la capitale parce qu'on estime que ce serait une menace contre Israël dans l'éventualité d'un conflit. Alors que les forces de sécurité se déplaçaient vers Souaïda, les Israéliens ont littéralement bombardé ces forces pour s'assurer que le chaos continue. Alors, de ce côté, on a très peu d'autorité dans le Sud. Ajoutons à tout ça un autre enjeu qui est souvent abordé à la revue de presse quand je vous parle de cette zone tampon contrôlée par Israël. Ici, vous avez bien sûr les plateaux du Golan, mais ajoutant à tout ça, Israël a ajouté une autre portion ici qu'on a pris le contrôle. Une portion qui est normalement configurée par les Nations Unies comme étant un tampon qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Israël s'est déployé dans cette zone et refuse de le céder. Alors donc, c'est un nouveau territoire israélien. On assiste vraiment à une fracturation ici de l'espace sécuritaire. Ajoutez à tout ça, donc, oui les Druzes, oui Israël, une perte d'autorité dans le sud du pays. Vous avez à tout ça, bien sûr, les forces
kurde au nord du pays, une certaine présence américaine d'environ 1000 soldats qui est en train de se retirer de cette région. C'est un peu la source des problèmes auxquels on assiste au moment où on se parle. Et bien sûr, additionnellement à tout ça, vous avez l'État islamique qui fait vraiment une résurgence sur le territoire au cours des derniers mois, alors où on voit ce chaos, alors où justement on est en affrontement avec les Kurdes, on est incapable tout simplement de prendre un contrôle effectif sur l'entièreté du territoire. Alors donc, les Américains se mettent à frapper à nouveau en Syrie, un peu partout, pour essayer de reprendre le contrôle. Vous voyez ici de ces routes pétrolières, notamment vers Palmyre. On a beaucoup de pétrole dans cette région. Et surtout, rétablir l'ordre dans le nord du pays. Parce que, au cours des derniers jours, on voulait en parler la semaine dernière, on a presque bien fait, honnêtement, de ne pas avoir l'opportunité de le faire. Finalement, comme je disais, on avait un problème technique parce que les choses se sont vraiment développées au cours des derniers jours. On avait des affrontements entre les forces du gouvernement qui se sont déplacées vers le nord pour aller affronter autour de Alep, les forces kurdes. Et on a eu des affrontements extrêmement sanglants ici autour d'Alep, assez qu'après un cessez-le-feu, les forces kurdes ont accepté de se redéployer, de se déplacer, on nous dit, à l'est de l'Euphrate, donc à l'est du grand fleuve. Ce que ça nous dit, c'est que la région kurde que vous voyez de ce côté sera probablement beaucoup plus concentrée à partir de maintenant. On est en train de se retraiter carrément derrière une frontière naturelle, ce qui pourrait donner lieu à deux choses. Soit un calme pendant quelques mois, ou soit une forme de partition de la Syrie, à mesure où les Kurdes cèdent une portion de leur territoire, se rapprochent vraiment du territoire naturel. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez ici la Turquie, l'Irak, ce serait vraiment le Kurdistan irakien. Les Américains se retirent de cette région, et ce qu'on découvre, c'est qu'à mesure où les Américains se retirent, les Kurdes consolident leur pouvoir sur le territoire et font un malin plaisir actuellement. On a une entente entre les deux, entre le gouvernement national et les Kurdes. Les Kurdes sont censés se retirer, comme je viens de le mentionner. À mesure où ils se retirent, ils vident les prisons. Ils vident les prisons qui sont remplies de dizaines de milliers. Une prison a 26 000 détenus. On vide les prisons et on les envoie dans l'air. Pourquoi? Parce qu'on sait que qui va prendre le contrôle maintenant de cette région? Ce sera le gouvernement syrien. Autrefois, c'était les Kurdes. Alors, si vous êtes pour prendre... Vas-y, occupez-vous des criminels aussi. Trouvez-les. Alors, on est en train de faire ce qu'on peut du côté des Kurdes pour rendre ce territoire totalement ingouvernable. Et là, on parle de dizaines de milliers de combattants de l'État islamique qui ont été condamnés, ou du moins emprisonnés à perpétuité, parfois indéfiniment, et qui sont aujourd'hui relâchés dans la nature au moment où l'État islamique fait une résurgence. Alors, on risque d'assister à quelque chose de très curieux en Syrie au cours des prochains mois, probablement d'autres affrontements avec les Kurdes, mais au moment où on se parle, on a eu un engagement extrêmement important au cours des dernières heures de la part du président syrien Al-Shara, qui s'est engagé à respecter les droits des Kurdes et même à modifier, si on veut, l'environnement politique en Syrie, alors que depuis toujours, les Kurdes n'avaient pas le droit de parler leur langue. On ne l'enseignait pas, on ne le permettait pas dans les écoles, on ne le permettait pas non plus sur la place publique dans les échanges avec le gouvernement. À partir de maintenant, Al-Shara nous dit les Kurdes auront des droits spécifiques dans la constitution syrienne, dans l'espace politique syrien. C'est clairement une main tendue. On espère en arriver à une forme de détente. Alors, c'est vraiment la même scène depuis maintenant 1 an. Le gouvernement syrien qui essaie de rétablir son autorité sur un territoire qui veut éclater de tous les bords, et alors que les Américains retirent entièrement leur présence qui accompagnait les Kurdes, eh bien, sans surprise, les Syriens bougent sur les Kurdes. Alors, la géopolitique très intéressante qui se produit en Syrie actuellement, on fera certainement le suivi avec vous au cours des prochains épisodes. Alors, c'est déjà tout, chers amis, pour cette revue de presse du 20 janvier 2026. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, je vous aime, semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye.